Corps à corps à corps. Et je présente mes excuses à mes deux chers chroniqueurs. Et Guillaume Bénissin, vous n'êtes pas chroniqueur, mais un peu comme. Hein. Vous êtes l'ami de Toxin, je rappelle, avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges. Coécrit avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur, François Coq, analyste politique, ancien secrétaire général du Parti de gauche et auteur de La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Bon, on a cette annonce qui a été faite. Bon, faut-il revenir dessus? On en a déjà parlé hier. Allez, je vous passe un petit extrait de François Bayrou qui annonce, donc, qui convoque l'Assemblée en session extraordinaire pour une rentrée du 8 septembre avec ce vote de confiance. Et on va revenir évidemment, pourquoi vote de confiance? Pourquoi pas attendre la motion de censure? Bon, il savait que ça allait lui tomber dessus de toute façon. On va revenir sur tous ces sujets. Et puis, est-ce organisé, pourquoi pas, avec Emmanuel Macron, je ne sais pas, ou... Bon, que se passe-t-il et que va-t-il se passer? Surtout, c'est ça qui est intéressant. On va en parler avec nos deux invités, mais je vous propose d'écouter quelques extraits d'abord. François Bayrou. J'ai demandé au président de la République, il a accepté de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Voilà, alors tout ça, parce que, évidemment, les finances vont très mal, rappelle François Bayrou. On l'écoute. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières On va s'arrêter là parce que les députés donc ont le sort du gouvernement entre leurs mains, et les filles prévoyaient, une motion de censure, c'était prévu le 22 septembre, a annoncé donc qu'elle n'accorderait pas sa confiance, le RN également, et puis les écolos, puis les socialistes, et c'est finalement les républicains qui annonçaient, eux, qu'ils accordaient leur confiance au gouvernement, sauf David Lisnard qui a dit sur CNews qu'il n'était pas d'accord. On peut écouter David Lisnard rapidement. Il y a un communiqué qui est sorti. À ma connaissance, les instances ne se sont pas réunies. Voilà, c'est le cas. Je pense qu'on n'est pas obligé, dans ces circonstances-là, d'être les moutons de Panurge et de plonger avec le capitaine du Titanic qui non seulement ne colmate pas, mais en plus ouvre une autre voie dans la coque. Voilà. Bon, on n'est pas obligé d'être les moutons de Panurge. Pour le moment, c'est le cas. En tout cas, pour certains, que va-t-il se passer? Pourquoi? Quel était l'objectif de François Bayrou? Un regain de dignité de la politique? Première question que je pose peut-être à Guillaume Bénissin. Un regain de dignité? Vous pensez sérieusement que François Bayrou va se découvrir un autre homme, être un autre homme à cet âge-là, à cet âge avancé? Vous savez, non, plus sérieusement, parce que vous avez eu un sujet bien plus lourd en réalité que le sujet qu'on aborde désormais, il faut être tout à fait honnête. Par-delà la pantalonnade que ça constitue, François Bayrou, il a fait le choix, si je puis dire, de se court-circuiter lui-même, j'ai entendu quelqu'un dire de s'auto-dissoudre, je crois que c'était Boris Vallaud, il me semble qu'il y a eu cette expression hier, peu importe. Il a fait ce choix, François Bayrou, parce que le temps était compté, parce que je le répète depuis maintenant plus d'un an à votre antenne, Clémence, on en parle régulièrement, et je répète aussi la même chose depuis la fin du gouvernement Barnier. Premièrement, la dissolution d'Emmanuel Macron est un échec tel que l'impasse lui est complètement imputable. Il ne faut pas se tromper, François Bayrou est un fusible derrière le véritable le véritable maître de l'apocalypse qui s'appelle Emmanuel Macron. Et deuxièmement, François Bayrou fait ce qu'il fait de mieux, au fond, depuis 45 ans, c'est-à-dire rien. Il n'a rien fait depuis le mois de janvier, mais quand je dis rien, il n'a rien fait. Oui. Donc il a multiplié les petites annonces, vous vous rappelez, sur les attaques au couteau, se désolant de l'état du pays, se désolant plus ou moins de l'ensauvagement, en disant que ça existe, sans vraiment dire que ça existe complètement. Et désormais, sur le budget, qui était l'épreuve de feu, François Bayrou fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la stratégie de l'évitement. Il évite le problème, puisque finalement, on ne saura certainement jamais ce qu'il y avait dans son sac, dans sa besace, en prévision des retraites, de la réforme, du budget 2026, puisqu'il se court-circuite lui-même. Il avance la fin de son passage à Matignon pour éviter les échauffourées qui auraient pu être pires encore si la situation s'était envenimée tout au long de la rentrée. Donc en fait, il se coupe tout seul, et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de renvoyer la patate chaude aux oppositions en disant
si vous ne votez pas pour moi, si vous ne me confortez pas, le pays sera dans le chaos, ce sera le chaos demain, donc c'est moi ou le chaos. Stratégie très macronienne d'ailleurs, Oui. ce qui lui permet de s'auto-couper au courant du mois de septembre, dès le 8 septembre a priori, parce que tout indique qu'il n'aura pas la confiance, et donc de tenter de renvoyer la patate chaude aux oppositions, de s'arrêter tout de suite plutôt que de rentrer dans des conciliabules sans fin, ce qui fait qu'à mon avis, j'anticipe un peu sur ce que François Coq va dire, mais je pense qu'on ne sera pas très éloignés tous les deux, je suppose. Je pense que ce qui est terrifiant, c'est que le bilan de François Bayrou est exactement celui que je dressais au mois de janvier, je veux dire à titre prévisionnel, si je puis dire, c'est qu'il ne laissera rien, nada, que dalle. On aura eu 9 mois de perte de temps, comme d'habitude, le temps que quelqu'un tente de colmater en réalité le trou béant qu'a installé Emmanuel Macron en juin 2024. C'est 6 mois de plus de perdu, 9 mois de plus de perdu. C'est sincèrement, Clément, je suis partagé parce que en même temps, il y a quelque chose de grotesque à gratter du temps pour ne pas voir l'éléphant au milieu du corridor, qui est Emmanuel Macron. Oui. Et on passe un temps fou, un temps absolument fou, à ne pas voir que la responsabilité, on sait qu'il a, on sait de quel côté elle penche, on sait parfaitement, tout le monde a compris. Je veux dire, le moindre kidam qui s'intéresse à la politique se dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et il arrive à identifier les causes profondes de ce malaise. Et en fait, on tortille, on attend, et la stratégie de l'attente se termine dans un désastre. Ouais. Et vous ne pensez pas quand même qu'il y avait aussi une stratégie par rapport au vote, motion de censure, vote de rejet à la majorité absolue, vote de confiance ici, c'est une majorité simple, il se dit qu'il aura peut-être plus de chances de s'en sortir. Est-ce qu'il y a un calcul comme ça où on n'est même pas là-dedans, c'est juste éviter l'affrontement? Pardon, je vais me tourner vers François Coq peut-être. Oui, enfin, on va venir sur les conditions du vote, effectivement, Clémence, mais en l'occurrence, c'est plus facile d'éviter une motion de censure que de gagner un vote de confiance. Donc on va voir que jusque dans la méthode, il n'y a rien qui va dans le processus déclenché par François Bayrou. Mais il faut se demander quand même dès le départ, pourquoi un François Bayrou vient-il demander la confiance devant le Parlement aujourd'hui, alors qu'il ne l'a pas fait le 14 janvier dernier, quand, un mois après avoir été nommé, il a enfin proposé son gouvernement et il s'est enfin proposé devant les parlementaires. C'est tout simplement parce qu'il était pris en étau. Il était contraint d'une certaine manière d'agir parce qu'il savait qu'il allait être concassé entre d'un côté l'institutionnel, qui était l'arrivée du budget et du vote sur le budget, et donc de la motion de censure sur le budget, et de l'autre par la pression populaire, parce qu'on a bien vu la panique qui a été celle de François Bayrou en voyant monter la pression du 10 septembre. Donc il était pris dans ce double étau-là. Il savait qu'il allait d'une manière ou d'une autre sauter à cette occasion, et donc François Bayrou, restant François Bayrou, il a voulu une fois encore donner l'illusion de celui qui agit et qui agit en responsabilité, qui est dans l'action et pas simplement dans le verbe. Sauf que Guilain Bélessa vient de le rappeler, si on doit faire le bilan aujourd'hui des 9 mois à Matignon de François Bayrou, je mets chacun d'entre nous au défi de sortir une mesure qui a été proposée par M. Bayrou, qui a été votée et qui a aujourd'hui une conséquence concrète sur la vie des Français. Le bilan de M. Bayrou, c'est une inaction totale du début à la fin. Et donc, François Bayrou a toujours été exclusivement l'homme du verbe et non de l'action. Eh bien, oui, c'est ce qu'il fait cette fois-là. Et on en a la preuve finalement avec la méthode que François Bayrou a adoptée. Je vous rappelle que François Bayrou a commencé au cœur de l'été, en plein mois de juillet, par présenter le détail de ce que serait son budget de 44 milliards d'euros d'économie. Oui. Pour venir nous dire dans un deuxième temps, vous voyez bien qu'il n'y a aucune logique, dans un deuxième temps, qu'il fallait d'abord s'accorder, non pas sur le détail, mais sur une question de principe, sur un constat partagé. C'est là-dessus qu'il appelle les parlementaires à voter et à lui accorder la confiance. En bon raisonnement, on comprend bien qu'on s'accorderait d'abord normalement sur un principe, plutôt que de s'accorder d'abord sur le détail. Et si je dis ça, c'est que même l'outil institutionnel et constitutionnel choisi n'est pas le bon dans ce cas-là. C'est-à-dire que si François Bayrou voulait qu'on s'accorde sur le principe, que les parlementaires s'accordent sur le principe du fait de dire « Ah, il y a un constat partagé qui est le surendettement, notre pays est en danger », dans ce cas-là, il n'aurait pas dû utiliser l'article 49 alinéa 1 que vous avez rappelé lors du passage qui a été proposé
proposé il y a quelques instants, cet article engage la confiance et donc le fait d'appartenir ou non en réalité à la majorité du gouvernement et du Premier ministre, mais il avait un autre article à disposition qui était l'article 50 alinéa 1 qui permettait de discuter d'un sujet particulier, de le proposer au débat et au vote, mais sans engager la confiance du gouvernement. Donc François Bayrou a construit finalement ce qu'il espérait être une sortie par le haut, parce qu'il voudrait aujourd'hui se voir comme un nouveau Pierre Mendès France, pour qui a la culture politique de quelques hommes d'État qui, dans les décennies passées, ont réussi à porter haut l'idée de l'État et du bien commun. Il est aujourd'hui assez douloureux d'établir et de voir cette comparaison entre François Bayrou et Pierre Mendès France. Oui. Voilà, moi je crois que les raisons, ce sont celles-là. Après, je crois que le point central, il a été évoqué par Guilain Benessa à la fin. Emmanuel Macron. Le point central, c'est la question et la responsabilité d'Emmanuel Macron. Et je dois dire, et ça a été rappelé là encore dans l'extrait que vous avez passé, que la responsabilité d'Emmanuel Macron est engagée entièrement à cette occasion. François Bayrou l'a dit lui-même au début de sa conférence de presse, la décision d'aller devant l'Assemblée nationale et d'engager la confiance a été décidée avec le chef de l'État, et c'est le chef de l'État qui a donné cette opportunité à François Bayrou en permettant une session extraordinaire du Parlement qui débute le 8 septembre, donc en amont du 10 septembre, pour couper l'herbe sous le pied à la fois du mouvement populaire et à la fois du débat budgétaire. Et donc la responsabilité, elle est tout autant celle de M. Macron que celle de M. Bayrou. Et donc à partir de là, l'échec à venir prévisible, inévitable de François Bayrou est aussi l'échec d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous savez très bien qu'il ne va pas l'interpréter comme ça. On doit en tirer les conséquences. Oui, nous, on considère que la responsabilité est partagée, mais vous savez très bien que lui, il va s'en servir de fusible pour recommencer encore à gagner 6 mois avec un nouveau ministre. Guilain Benessa. Non. Clémence, je suis beaucoup plus sceptique que vous. C'est beaucoup plus sceptique que vous parce que désolé de revenir mes marottes, mais je pense qu'on découvre petit à petit avec la fin du macronisme et avec les histoires de Bayrou aujourd'hui. Peu importe, franchement, les deux sont à mettre dans le même bateau en quelque sorte. Je pense que le destin de Bayrou peut mettre Emmanuel Macron quand même en première ligne. D'ailleurs, ça va être le cas à mon avis le 8 septembre, où Emmanuel Macron va devoir nous inventer une nouvelle tête qui va devoir remplacer potentiellement François Bayrou. Vous vous rappelez, il a joué le DRH il y a un an. Il a essayé de trouver un Premier ministre, et il va devoir retrouver un Premier ministre. Bref. Et vous ne pensez pas que ça va recommencer le scénario, encore une fois, avec un ministre toujours plus minable, non? Alors, vous êtes en forme, Clémence, on voit que c'est la rentrée. Non, attendez, plus sérieusement, oui, vous avez formellement raison, mais il y a quelque chose. Vous savez, je suis désolé, je constate que désormais, depuis environ 2 mois, des gens bien mis de leur personne, qui ne prennent jamais un risque, qui en gros n'inquiètent personne depuis environ 30 ans, réclament la démission d'Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve que, sincèrement, je n'attends pas grand-chose de Jean-François Copé, qui depuis maintenant environ un mois et demi, appelle la démission d'Emmanuel Macron. Jean-François Copé. On a Hervé Morin qui fait la même chose. Hervé Morin, je veux dire, là aussi, je ne vais pas me réveiller le matin en chantant ses louanges et en attendant grand-chose. La France est sauvée, Hervé Morin est là, oui. On a David Lisnard, vous avez passé un extrait à l'instant, qui réclame également la démission d'Emmanuel Macron. Et en fait, c'est très simple. Depuis désormais 6 mois, quelques voix s'élèvent, quelques voix qui, je pense que c'est plutôt une forme d'ignorance constitutionnelle et de manque de culture politique, ont oublié que les hommes font peut-être les institutions, mais les institutions décident également du destin des hommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le mode d'emploi qu'on a devant soi. On peut... Non mais attendez Clémence. Oui, allez-y, je vous écoute. Je vous sens sceptique parce qu'évidemment, je suis d'accord qu'on peut les compter. Mon métier, fort malheureusement d'avocat, m'oblige à interpréter les textes et à en faire dire ce que j'essaye d'en faire dire pour mes clients environ tous les jours. Donc je connais la manœuvre. Oui. Il n'empêche, l'esprit général des institutions de la Ve République ont quelque chose de particulier. C'est comme ça, il y a un esprit tout à fait spécifique qui a comme conséquence qu'un individu au pouvoir, en l'occurrence Emmanuel Macron, a des pouvoirs à hauteur de la responsabilité qui l'engage. C'est exactement le sens même de nos institutions qui a comme conséquence qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur la durée. À un moment, la légitimité présidentielle lui donne une autorité particulière, mais cette autorité particulière, il l'a parce qu'il est légitime. Ce qui veut dire que lorsque ce contrat de confiance est rempli,
ça peut tenir 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, on peut gratter du temps, vous voyez. Et d'ailleurs, Bayrou était le meilleur des gratteurs de temps, Oui. puisque, comme l'a dit François à l'instant, c'était l'homme du verbe, et d'ailleurs du verbe traînant, et Oui. du verbe si ennuyeux, qu'on a oublié à la fin de sa phrase comment il l'a commencé. Ouais. Dans le genre par avant, c'est absolument formidable. Maintenant, Ouais, pour ouais, être vous sérieux, aussi, vous êtes en forme, Guilain Vanessa, là. pour être sérieux, Clément, parce que je ne plaisante pas sur mon histoire d'institution. Emmanuel Macron, avec cette dissolution et tout un tas d'autres raisons, hein, d'accord, il n'y a pas que cette dissolution. Emmanuel Macron est un astre noir depuis maintenant 8 ans. Il a joué avec des règles, comme avec une hubris particulière, et le piège est en train de se refermer sur lui. C'est-à-dire qu'il a cassé le jouet, il a gratté du temps, il se retrouve en première ligne. Or, les règles du jeu, maintenant, lui permettent de faire quoi? Soit rejouer le DRH, très honnêtement, il aura l'air ridicule. En jouant le DRH, il a de moins en moins de solutions, parce qu'à part sa garde rapprochée type Sébastien Lecornu, qui voudra vraiment aller à Matignon pour 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 Bon, mois? a priori, c'est Lecornu qui est A priori, c'est pressenti. Lecornu. Oui. Lecornu, dont, honnêtement, dont les Français aujourd'hui connaissent à peine le visage. Je veux dire, on ne va pas maintenant faire de Lecornu le futur ténor de la majorité présidentielle, admettons. Mais il lui reste la dissolution qui est une arme potentielle. Alors, Ouais. il dit aujourd'hui, enfin hier, il a dit je ne pense pas dissoudre, ce qui veut dire qu'il dissoudra certainement demain. Enfin, il prononcera la dissolution. Troisième hypothèse, la démission d'Emmanuel Macron. Cette démission, il y a 1 an et 2 mois, j'étais, je dis pas le seul, mais on était franchement une poignée à en parler, et j'ai essayé de le dire sur tous les plateaux que je fréquentais. J'étais regardé comme, en gros, un fou furieux ou un imbécile. Ouais. Et je répondais la même chose. Non, j'enseigne le droit constitutionnel depuis maintenant 10 ans. J'ai plusieurs bouquins en la matière, parce que précisément, on ne fait pas n'importe quoi avec les institutions, ou alors on assume de les faire chuter et on passe à autre chose. Ce qui, à mon avis, c'est un désastre. Et je suis persuadé que Macron, pour les 2 ans à venir, de tenir avec des gratteurs de temps comme il l'a fait. Il peut encore un petit peu jouer les prolongations, mais il se rend compte lui-même que ces prolongations s'achèveront bientôt, raison pour laquelle, à mon avis, il concentre tout son intérêt sur la guerre en Ukraine et la politique étrangère pour trouver une dernière manière de fuir et d'éviter le choc et la confrontation globale, qui est qu'en politique intérieure, tout conduit à réclamer sa démission, qui est la seule manière de mettre fin à la crise, de remettre le pays d'équerre, de rassembler les gens dans le cadre d'une vraie élection, qui est une élection présidentielle, et de tenter à partir de là, de retricoter à l'endroit quelque chose qui ressemble à la politique de la Ve République. Alors, évidemment, là, vous abordez un sujet qui est fondamental et sur lequel on a envie de rester très longtemps. La démission, qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce que Marine Le Pen va pouvoir se présenter? Et puis, mais il y a aussi, avant qu'on aille sur ce sujet-là et ce volet qu'on va prendre le temps, évidemment, d'aborder, est-ce que vous ne pensez pas qu'avant la démission, lui, il a l'idée de l'article 16, François Coq? Non, je crois que d'abord, il faut examiner les choses en prenant les différentes hypothèses qui sont sur la table. Ça vient d'être fait par Guilain. Déjà, on évacue le fait que Bayrou puisse gagner le vote de confiance. C'est mathématiquement, numériquement, politiquement impossible. Donc, le vote de confiance est perdu. À partir de là, il n'y a que trois hypothèses sur la table. Soit il y a le fait de reconduire un nouveau Premier ministre. On voit que tout ça, non seulement ne fonctionne pas, mais fonctionne même de moins en moins. Oui, mais Donc, ça les ce n'est dérange pas. possible. Oui, mais ça les dérange pas. Si, au bout d'un moment donné, ça va commencer quand même à déranger les choses, parce que justement, à côté, et je vais y venir, à côté de cet institutionnel dans lequel ces gens essaient de s'enfermer pour s'auto-protéger, il reste une dimension populaire qui est en train d'émerger. Enfin, vos précédents intervenants l'ont bien décrit d'une certaine manière. Tous les secteurs de la société française sont à feu et à sang, et c'est une cocotte minute qui est prête aujourd'hui à exploser. Et quand il y a cette conjonction de l'institutionnel et de la mobilisation populaire, c'est là qu'est la grande crainte des décideurs. Et c'est en ça que la censure qui était prévisible, qui était prévue du gouvernement Bayrou, avec le mouvement populaire du 10 septembre de tout bloquer, a représenté une grande crainte pour tout cela. Donc il y a soit, mais il faut aussi qu'on examine ce qui peut changer. Donc soit il reconduit un nouveau Premier ministre, donc un Lecornu, Lecornu ou un autre, peu importe. Ouais. Bon, on sait tous, parce qu'il y a un problème de structure qui ne dépend pas des hommes, qui est le fait que nous sommes bloqués et enquistés dans la démocratie minoritaire, qu'il n'y a pas de solution de ce côté-là.
Donc, on est obligé d'aller sur la deuxième solution désormais. Oui, C'est mais la attendez, pardon, dissolution. François Coq, là, vous êtes dans un idéal de politique qui fonctionne, mais eux, ça leur va très bien qu'on soit en démocratie minoritaire. C'est vous-même qui le dites depuis le temps que vous êtes chroniqueur chez nous, que ça les Non, arrange. je dis que la démocratie minoritaire est un moyen de se maintenir Bah en voilà, place, oui. mais à chaque fois, ça les oblige à aller plus loin dans les biais pour essayer justement de contredire cet état de fait et cette volonté populaire. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme biais? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à un nouveau Premier ministre? Quelle est sa marge d'action? Je vous ai rappelé tout à l'heure que M. Bayrou a été incapable pendant 10 mois, de faire passer le moindre texte. Et Est-ce moi, que je vous vais vous dire, croyez la réellement marge que- d'action, c'est qu'ils vont continuer de censurer les médias parce qu'ils prévoient déjà, ils ont dit attention, il va falloir qu'on amplifie les censures et les contrôles médiatiques, politiques, etc. Et voilà, c'est tout. Il n'y aura plus qu'un langage et qu'ils vont pouvoir essayer de maintenir au maximum la population sur une vérité qui sera la leur. Non, moi, je ne crois pas que les politiques se résignent tous au fait à un moment donné que l'ensemble du champ national soit en train de s'effondrer. C'est le déclassement à l'international que l'on voit aujourd'hui, et je suis d'accord avec Guilain Benessa sur le fait que M. Macron essaie de se présenter sur ce terrain-là pour éviter d'être confronté à ses responsabilités sur le plan national, mais je vous fais remarquer que ça ne marche pas, hein. Même en Allemagne, où le chancelier Merz se concentre lui aussi quasi exclusivement sur le champ international. Il lui est reproché de ne pas faire de politique nationale et de ne pas appliquer le programme pour lequel il a été élu. Et ça lui vaut à lui aussi, finalement, de se retrouver avec plus de 70% de l'opinion qui le rejette. Donc, on a des responsables politiques qui voient qu'à un moment donné, le blocage va être la confrontation, la conflictualité avec le peuple. Vous savez, la manière de gérer les masses, la manière de gérer un peuple, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main et juste penser que le fait de serrer la vis toujours un peu plus suffira. Donc ces gens-là savent aussi à un moment donné qu'il va falloir trouver des ressorts. Moi, je pense que le ressort du nouveau Premier ministre ne fonctionne plus et que chacun en a désormais conscience. Démonstration en a été faite. Chacun sait désormais que la dissolution n'est sans doute pas la solution la plus appropriée parce qu'il y a un problème de structure, qu'il y a un problème d'offre politique dans ce pays. Et tant que, et là je mets en cause à la fois ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités, mais aussi les oppositions, tant que l'ensemble du champ politique est pas capable de se révolutionner lui-même et d'être capable de proposer une offre politique qui permettent une sortie et de construire une majorité populaire, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Et donc, il ne reste que la question de la démission d'Emmanuel Macron. Mais vous pouvez me dire autant que vous voulez que Emmanuel Macron, étant Emmanuel Macron, il ne démissionnera Oui, jamais. voilà, je vous le dis. Je vous répondrai toujours, peu m'importe, la tâche politique qui est devant nous, c'est de faire ce qui devrait être juste et qui est la seule solution pour sortir du problème. La seule solution pour sortir du problème, c'est sa démission. Qu'on se heurte en ça à la volonté d'un seul, eh bien peu importe, ça n'empêche pas de mener le combat. Et comme le dit Guilain Benessa, on doit faire remonter cette idée. On était bien peu nombreux à porter cette idée il y a maintenant plus d'un an. On voit que cette idée s'élargit, la surface de cette idée s'élargit, et non seulement elle s'élargit par le champ de ceux qui sont capables de le dire, mais surtout elle s'élargit par le fait que j'ai essayé de démontrer il y a un instant, qui est que c'est la seule voie de responsabilité. Vous comprenez, la responsabilité, c'est une responsabilité populaire aujourd'hui. Les gens qui sont en responsabilité, ce sont les citoyens et pas les politiques. C'est ça qui est en train d'émerger. Oui, alors bah, ça, on est d'accord avec vous, mais maintenant, comment on fait pour passer pour que ce scénario de démission s'enclenche si le président ne souhaite pas l'enclencher, à part mettre la pression comme vous le faites aujourd'hui? Et je repose ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut avoir justement encore un président qui veut soit regagner du temps en trouvant un Premier ministre qui soit un Bayrou bis, voilà, le cornu ou ce que vous voulez, et il gagne de nouveau 6 mois, puis de nouveau 6 mois jusqu'à ce qu'on arrive à une réélection en disant attention, le RN c'est mal, et puis hop. Enfin, vous voyez, on a l'impression que ce schéma, on le connaît par cœur. Et deuxième chose, ça c'est une des solutions. Deuxième pour lui, pour s'en sortir, c'est... je reviens sur cet article 16, le déclenchement de l'article 16 a des pleins pouvoirs dans une situation de... Qu'est-ce que vous en pensez, Guilain Benessa? Alors, l'article 16 fait partie des dernières cartes. Vous le voyez comme ça, Clémence, je pense, hein, et d'ailleurs, j'entends la chose monter. En fait, il faut comprendre qu'il faut arrêter les fantasmes, il faut arrêter les angoisses, et il faut être pragmatique. Je suis désolé, mais il faut être pragmatique. Emmanuel Macron est très pragmatique, soyons-le 2 secondes.
Aujourd'hui, la dissolution, il a la carte maîtresse de nouveau devant lui. Parce que vous savez, il fallait attendre 1 an. Enfin, moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire d'attendre 1 an. Je pense même que c'est une lubie de juristes de grenier. Mais enfin bon, admettons, vous savez, on va dire ça. Donc, il a l'hypothèse de la dissolution. OK. La dissolution ne résoudra probablement rien, puisqu'on aura de nouveau une carte électorale, vous savez, une carte électorale complexe avec une tripartition. Ce sera, excusez-moi du terme, le bordel, comme d'habitude. Et surtout, personne n'émergera. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de chef. Ouais. Il n'y a pas de patron. Et donc, du coup, il y a une espèce de magma infernal qui ressemble au régime parlementaire de fin de règne de la 4e République. C'est d'une tristesse, vous savez, qui était une république de voyous ou de vendus, avec des intérêts américains qui achetaient les parlementaires, certains qui se vendaient à la solde de la puissance étrangère. Avec les questions ukrainiennes et russes aujourd'hui, on n'est pas si loin du compte. Mais bon, c'est un autre débat. Admettons, la dissolution ne donne rien. On est de nouveau bloqué, il va falloir jouer au DRH, on sera à l'automne 2025. Donc, c'est demain, quand même. Oui. Deuxième hypothèse, vous dites, Clémence, l'article 16. Alors, l'article 16, j'allais dire, je mets au défi d'Emmanuel Macron de l'utiliser, parce que si une seule seconde, là honnêtement, là pour l'instant, moi qui trouve le scénario honnêtement rocambolesque, pour ne pas dire stupide, de LFI, qui est de sortir la carte de la destitution, qui n'a aucun sens aujourd'hui, parce que matériellement, juridiquement, pragmatiquement, elle ne peut pas passer. Là, pour le coup, si vous contournez l'article 16 pour l'utiliser à des desseins purement politiciens, c'est-à-dire tenter de calmer le jeu parce que tout est bloqué institutionnellement, parce que vous n'avez pas le Premier ministre que vous voulez et qu'il y a des blocages dans la rue le 10 septembre, très honnêtement, alors là, oui, s'il y a un tel contournement de l'esprit même de l'article 16 et l'utilisation pour en faire n'importe quoi, dans ce cas-là, il y a les motifs d'une destitution du président de la République qui détournerait de son sens l'utilisation d'un article clé de la Constitution. Là, peut-être que cette décision, cette discussion pourrait s'ouvrir. Mais, et là je rejoins François Coq, non pas tellement, alors j'aime ce que François vient de nous dire, ou peu importe Clémence, que vous lui dites qu'il y ait peu de chances qu'il y ait de démission, il faut quand même en parler, je suis assez d'accord avec lui, mais je suis d'autant plus d'accord avec lui que, vous savez, les options, la configuration dans laquelle se trouve Emmanuel Macron, et c'est vieux comme le monde, et le résultat d'une dialectique entre, d'un côté, les cartes qu'il a comme président de la République, les cartes des institutions, et la relation purement politique qu'il entretient avec, il devrait s'en souvenir, avec son peuple. J'allais dire son vil peuple, vu son comportement, mais son peuple. Aujourd'hui, il se cache, et François a raison, il se cache avec toutes les armes qu'il a, article 16, dissolution, démission, DRH, tout ça, il le fait très bien, il sait le faire. Le problème, c'est que toutes ces cartes-là sont le résultat d'un blocage, et vous avez dit tout à l'heure, d'une censure progressive, puisque les médias ne peuvent pas en parler, puisqu'on sent un climat général et délétère pour que chacun ferme sa gueule, en tout cas qu'on puisse de moins en moins l'ouvrir. Mais en même temps, vous savez, c'est l'hystérie pour moi fondamentale de celui qui sait que le vent de l'histoire va le balayer. Oui, on est d'accord. On vit les dernières secondes. Oui. Il y a un rétrécissement, et François a raison de parler souvent de démocratie minoritaire, il y a un rétrécissement du minoritarisme, si je puis dire, qui fait qu'aujourd'hui, la démocratie minoritaire est tellement minoritaire qu'elle s'affole, qu'elle s'effraie et qu'elle veut interdire. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a... C'est la bête acculée, quoi. Ouais. Il y a cette atmosphère dans l'air, je suis d'accord, mais cette atmosphère est beaucoup plus le signe d'une préinsurrection et de la fin de règne qu'autre chose. Le problème, pour moi, il est simple, et c'est là où je suis désolé de mettre quand même un problème dans l'équation, c'est que si demain, la fuite en avant, c'est de tout casser pour s'inventer des nouveaux soleils, c'est-à-dire, ou des nouvelles lunes, c'est-à-dire une nouvelle constitution, d'autres institutions, rédiger en catastrophe, foutre le président dehors, pour aller très vite, d'accord ? Vous savez, me revient vous savez, le grand film de Sergio Leone, Il était une fois la Révolution, où tout se joue sur la révolution mexicaine, sur fond de relations au marxisme et à la lecture des auteurs russes. Et dans ce film absolument fondamental sur toutes ces questions, qui traite en creux en fait des révolutions des années 60, mai 68, etc., peu importe, la grande question qui se pose, c'est à qui profite le crime ? La bourgeoisie aime la révolution lorsqu'elle sait derrière qu'elle va en fait la maîtriser. Exactement. Le petit peuple fait la révolution en sachant qu'en fait elle va
lui couper encore plus l'herbe sous le pied, puisque les instants qui vont venir sont rédigés par ceux-là même qui veulent détruire le petit peuple, qui veut Mais tout ça, il le sait flinguer. pas, le petit peuple. Regardez la Révolution française. Mais je suis d'accord. Oui. Donc du coup, je me méfie d'une chose, c'est que le pouvoir nous vende pas des fuites en avant, qu'elles soient ukrainiennes, qu'elles soient à l'international, qu'elles soient sur les institutions françaises, qu'elles soient sur un toilettage des institutions, qu'elles soient même sur une réforme constitutionnelle, parce que des fois on entend parler, il faut remettre surtout le fondamental d'équerre, c'est-à-dire que tout le monde pousse Macron à la démission. Si droite, centre, gauche, tout le monde le fait, c'est jouable. Ensuite, d'enfin revenir au référendum pour avoir une politique claire, consultation populaire, quelques sujets clés, etc. Je vous assure, en 2 ans, tout est jouable à condition que tout le monde se mette d'accord sur le fait que le chef illégitime doit immédiatement partir pour une logique à la fois politique, historique et rationnelle et pragmatique. Tout est lié pour qu'enfin on en revienne à l'ADN source qui est qu'un président battu et illégitime doit partir. C'est parce qu'on a oublié les leçons de l'histoire qu'aujourd'hui on est bloqué, cul nu, à attendre potentiellement qu'un individu qui n'a plus rien à faire là parte enfin comme il doit le faire. C'est d'un côté un véritable vent frais que vous nous portez là, Guilain Benessa, et j'aimerais pouvoir croire à cette ère de changement. Vous précisez d'ailleurs, je le rappelle, hein, qu'il y a donc un garde-fou. Méfions-nous des illusions d'un changement de constitution, ce que vous dites en fait. Hein. Alors, je me tourne vers François Coq. Je voulais quand même qu'on aborde aussi, si on continue dans cette politique fiction, mais qui n'est peut-être pas tant fiction que ça, d'une démission, comment vont se passer les élections? On a quand même aussi ce grand questionnement d'un terrain qui a déjà été préparé, d'une interdiction de la candidate naturelle et numéro 1, qui est du parti d'opposition numéro 1 en tout cas, qui est Marine Le Pen. François Coq, comment vous voyez les choses? Oui, on voit bien d'ailleurs que le Rassemblement national a été gêné aux entournures et que le communiqué du parti signé par M. Bardella le soir même de l'annonce par M. Bayrou de la convocation du vote de confiance était un parti qui laissait la porte ouverte et qui allait plutôt vers la dissolution que vers la démission du chef de l'État. Mais je note, et c'est en ça qu'il faut comprendre que la politique est un élément dynamique, que la position de M. Bardella le lundi n'est pas la même que celle qu'il exprime le mardi au journal de la première chaîne. Le lendemain, il parle de dissolution et de démission du chef de l'État comme alternative. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 24 heures? Eh bien, M. Bardella, mais comme tous les responsables politiques, est soumis à la pression populaire. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un sondage Elab qui est sorti dès hier, qui dit que plus des 2/3 des Français, 67% des Français, souhaitent la démission du chef de l'État. Et oui. Jusque chez les Républicains, où 52% des électeurs des Républicains souhaitent la démission du chef de l'État. Il n'y a que dans le groupe, que chez les électeurs de Renaissance, où les Français ne sont pas majoritaires pour souhaiter la démission du chef de l'État. Autrement dit, on est sur une pression populaire qui s'exerce sur les représentants. Et c'est en ça aussi que la période est différente. Nous sommes à la rentrée. La rentrée des classes pour les enseignants comme moi, oui. la rentrée de nos gamins à l'école, mais la rentrée des classes est aussi une rentrée sociale. Ce n'est pas comme quand M. Bayrou est nommé à la mi-décembre, que tout le monde est déjà en train de se tourner vers les fêtes de fin d'année et comment recevoir de manière agréable et sympathique sa famille et faire des cadeaux aux enfants. Là, nous sommes au début d'une séquence qui est capable de se déployer. Donc il y a aussi un calendrier qui ne joue pas en faveur de M. Macron. Et la conjonction que j'abordais au début de notre échange entre la dimension institutionnelle et la dimension populaire a les moyens de se mettre en place aujourd'hui. Si M. Macron aujourd'hui, à mon sens, ne peut pas aller vers l'article 16, c'est qu'il n'en a pas les moyens, parce que les corps intermédiaires, quels qu'ils soient, que ce soit les partis politiques, les syndicats, les associations aujourd'hui, ne sont pas en capacité de se ranger derrière lui, n'est pas en capacité de les mettre au carré. Mais la chaîne de commandement elle-même n'est pas capable de soutenir M. Macron. Vous avez bien vu qu'au cœur de l'été, il a changé le chef d'état-major des armées, et que tout ça a fait un peu plus qu'une polémique, excusez-moi. On n'en a peut-être pas parlé beaucoup dans les médias dominants, mais on sait qu'au sein
de cette grande institution, tout ça a fait beaucoup de bruit. Donc si M. Macron voulait tenter le coup de force, il faudrait bien qu'il soit en capacité de s'appuyer sur quelque chose. Oui, Mais c'est M. sûr. Macron est un homme seul. Et face à M. Macron, il y a des partis qui sont incapables aujourd'hui d'agir par eux-mêmes, mais qui sont peut-être capables finalement de prendre les bonnes décisions Oui. quand ils sont poussés par la contrainte populaire. C'est ça qui se joue Oui, aujourd'hui. d'accord. C'est François ça qui Coq, se mais vous jouera n'avez le pas 10 répondu à septembre. ma question. C'est-à-dire qu'il y a quand même un empêchement de se présenter de la personnalité de Marine Le Pen. Il y aurait, s'il y avait aujourd'hui démission du chef de l'État, théoriquement, l'incapacité de Mme Le Pen à se présenter. Je note que pendant l'été, Mme Le Pen a dit que d'une manière ou d'une autre, elle ne serait pas empêchée par quoi que ce soit. Donc Oui. il faudrait voir à Alors ce je la moment-là cite, comment se pardon, prononcerait parce le que c'est quand Conseil même intéressant. constitutionnel. Et Ouais. le Conseil constitutionnel se prolonge toujours sur la base d'un rapport de force politique et populaire. C'est ça qui se joue et qui se construit pour chacun et dans chaque camp. Je la cite le 16 juillet. Je me présenterai et j'irai défendre ma candidature auprès des instances chargées de la valider. C'était une citation du 16 juillet où elle a dit que finalement, elle forcerait un peu le truc et qu'elle irait se représenter devant les instances. Alors les instances, je crois que c'était le tribunal administratif de nouveau, puis le Conseil d'État. Et puis il y avait une QPC aussi. Alors est-ce que la QPC peut changer les choses? Guilain Benessa, peut-être sur cette question précise. Et puis après, on a quand même bien débordé, donc on va s'arrêter là. Mais évidemment, c'est un sujet fondamental qu'on reprendra avec vous, si vous voulez bien, en s'approchant évidemment de la date du 8 septembre. Comment vous réagissez, Guilain Benessa, à cette impossibilité de se présenter, en tout cas sur le texte, pour le moment, de Marine Le Pen? Écoutez, deux choses. François a complètement raison sur la position notamment de Jordan Bardella sur la démission. Et je viens à Marine Le Pen. Hein. C'est qu'en fait, le RN, mais comme la plupart des partis politiques aujourd'hui, ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ils n'ont plus de logiciel, plus d'ADN, plus de code génétique. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Donc ça veut dire que moi, je prétends pas être la science infuse, absolument pas. Je prétends simplement une seule chose, c'est qu'au lieu d'agiter, vous savez, les années 30, comme on le fait toutes les 5 minutes par facilité, Oui. il faut travailler un peu. Oui. Et lorsqu'on travaille un peu, on s'aperçoit que on trouve des linéaments, des résultats, presque des solutions clés en main de tout ce qui nous attend et tout ce qui nous tombe dessus aujourd'hui. Et précisément sur le cas Marine Le Pen. Cet été, c'est pas rien, la réponse que j'ai trouvée aux questions que je me pose tous les jours sur le Conseil constitutionnel. Vous savez, enfin, tous les jours, oui, j'allais dire un peu tous les jours, mais enfin, c'est un peu trop souvent à mon Guilain goût pour d'autres Benessa raisons. a une vie particulière, vous savez. Non, mais écoutez, je viens en parler avec vous, Clément, je travaille, vous voyez, c'est vous qui me faites bosser en quelque sorte. Alors, non, plus sérieusement, je relisais, je crois que c'est la fin du tome 2 des mémoires de Michel Debré, où il indique les raisons, les motifs pour lesquels il a conseillé au général de Gaulle de passer, d'accepter l'idée d'un conseil constitutionnel. Michel Debré, qui est la cheville ouvrière, qui est quelque part, qui porte le projet gaullien avant 58. Donc en gros, c'est quoi le Conseil constitutionnel? Oui. Pas compliqué à comprendre. Oui. Plus que Laurent Fabius, Richard Ferrand et tout ce qu'on a aujourd'hui de totalement incohérent depuis environ 30 ans. Oui. Michel Debré écrit que la raison d'être du Conseil constitutionnel, c'est de défendre la souveraineté du peuple contre l'emprise du droit international et notamment l'emprise européenne. Oui, donc c'est l'inverse qu'il a compris dès les années 50 que le Conseil doit défendre les intérêts du peuple. Bon sang de bonsoir, ça me semble très différent, je veux dire, des phrases à l'emporte-pièce de Laurent Fabius qui nous disait qu'il était, lui, le gardien du référendum, lui, le président du Conseil constitutionnel. On rêve. Bref, première chose. Et deuxième chose, pour en finir et faire le lien avec Marine Le Pen, ça veut dire que le fait même qu'une élection présidentielle soit désormais arbitrée par des juges qui expliquent qu'il y a des bons et des mauvais candidats, qui expliquent que des candidats qui ont été condamnés, je rappelle que Marine Le Pen a été condamnée au titre de sommes, de détournement de sommes, de sommes utilisées à partir du Parlement européen, c'est-à-dire de sommes qui sont allouées en fonction du nombre d'assistants parlementaires obtenus par les partis respectifs à l'occasion des élections européennes. Pour être précis, vu que le Parlement européen n'a pas d'initiative législative, ce qui veut dire que le Parlement européen, pour ainsi dire, ne sert strictement à rien depuis sa création. On n'en a rien à foutre, pour être clair, de ce qui se passe au Parlement européen. Tout le monde s'en fout. Les commissaires européens s'en foutent, les juges européens s'en foutent, les parlementaires européens eux-mêmes savent très bien que ce qui se passe dans l'enceinte du Parlement Strasbourg n'a aucun intérêt, si c'est de discuter
dans des commissions, je veux dire, de plein de choses, et ce qui permet à certains de faire sortir des informations. Ça, c'est vrai. Sarah Knafo le fait, Virginie Joron le fait, on a des fois des infos croustillantes. Mais le Parlement n'a pas d'initiative législative. Mmh. Donc, pour vous répondre, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si on a une élection présidentielle, on aurait la candidate voulue majoritairement par les Français, on en pense qu'on veut, de Marine Le Pen. Je m'en fous personnellement, j'ai pas d'action au RN. Mais Marine Le Pen, la favorite des Français pour l'élection présidentielle, qui est condamnée à raison de sommes détournées dans une institution européenne dont on se fout, concrètement, qui ne sert à rien, ne pourrait pas se présenter aux élections présidentielles en raison des juges et potentiellement également d'une mainmise du Conseil constitutionnel. Très honnêtement, dans ce détournement-là, j'espère que Marine Le Pen aura la flamboyance, le lyrisme et surtout le courage de dire « Je suis la candidate voulue par les Français, je dois m'imposer par-delà les impossibilités, les empêchements que les juges mettent dans mes pattes, parce que la vraie question, c'est de savoir si le sort de l'élection présidentielle est entre les mains du peuple et du peuple souverain, ou s'il repose dans les mains des arbitres actuellement en roue libre, qui s'appellent les juges, qu'ils soient les juges de première instance, d'appel, ou évidemment les sages du Conseil constitutionnel. Si Marine Le Pen le fait, en même temps, je pense qu'elle sortira totalement du bois sur la nature profonde du projet qu'elle veut porter, le référendum, la légitimité, le pouvoir du peuple, et en même temps, elle se dressera par-delà l'obstacle qui l'empêche aujourd'hui d'avancer. Bon, il reste encore plein de questions parce qu'évidemment, une élection présidentielle, il faut des signatures aujourd'hui. Comment c'est tous ceux qui ne sont pas prêts, encore une fois, les petits, les indépendants, ceux peut-être qu'on aimerait voir, ceux qui ne seraient pas forcément prêts, ne pourraient pas se présenter. Donc finalement, est-ce que ce serait pour retomber dans les mêmes systèmes? Toutes ces questions-là, on y reviendra, mais c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Guilain Benessa, merci beaucoup François Coq, merci beaucoup à vous tous d'ailleurs, chers amis, parce que nous sommes très nombreux et officiellement bien la première matinale de France